Anne Vernet-Sévenier, bonjour. Bonjour Grégoire. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, plus précisément dans la collection Études psychanalytiques, une étude qui s'intitule Étude d'un syndrome de relance originaire en cours de coma. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce long titre? C'est un très long titre pour venir en fait à l'encontre et critiquer ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, hein, qu'on symbolise, qu'on résume sous le terme EMI ou NDE pour l'anglais. Il se trouve que à l'âge de 18 ans, j'ai subi un accident de la route grave avec un trauma cérébral important qui a occasionné un coma très profond et au cours de ce coma, vers la fin du coma probablement d'ailleurs, d'après ce que j'en ai compris par la suite, j'ai subi ce type d'hallucination qui correspond exactement à l'image qu'on en donne, le tunnel ou le boyau, la lumière, le flash, voilà, l'extase et tout. Je me suis donc retrouvée au réveil avec cette incompréhension, cette chose qui m'était arrivée, qui m'avait transformée, parce qu'il y a des séquelles profondes, il y a une inadaptation, il y a une hypersensibilité, il y a un excès de vitalité, il y a un excès de sensibilité, il y a beaucoup d'anxiété aussi qui vient du fait qu'on se retrouve inadapté. Mais donc c'est arrivé, si vous voulez, dans les années, effectivement, pratiquement au moment où est paru le fameux livre de Raymond Moody aux États-Unis, qui a lancé cette théorie de ces traumas, de ces hallucinations sous coma, en les interprétant comme des expériences de mort imminente et comme des expériences mystiques. Bon. Personnellement, étant réfractaire à ce genre d'interprétation, je suis rentrée très tôt en résistance contre cette lecture-là des choses. Je ferai une petite parenthèse quand même pour rappeler qu'à l'époque où Raymond Moody et Kübler-Ross écrivent cette théorie et publient leur livre, on est à la fin, la guerre du Vietnam vient de cesser aux États-Unis, les vétérans commencent à rentrer, il y a énormément de traumatisés, de soldats qui présentent des difficultés post-traumatiques et psychiques extrêmement graves et importantes. Il commence à y avoir des accidents de la route, des accidents nombreux de trains, d'avions, les règles de sécurité ne sont pas les mêmes, donc on est déjà dans une société qui est accidentogène, si on peut dire, et qui provoque qui amène ce genre de traumatisme. Mais on est également sous la mandature Ford, qui, elle, lance la première grande vague d'ultralibéralisme, de privatisation de tout ce qui est le secteur public et notamment de la santé. Et c'est très intéressant finalement la thèse de Kübler-Ross et de Moody, parce qu'à partir du moment où des traumas sont qualifiés d'expériences mystiques, eh bien ça sort du système médical. Il n'y a pas de prise en charge. Tout le monde, les patients sont gouroutisés, se retrouvent dans des groupes qui se referment sur eux-mêmes et dans lesquels on continue à véhiculer et à s'entendre. Alors évidemment, ça présente une protection par rapport aux angoisses qu'un patient atteint de ce genre de post-traumatisme peut éprouver, mais c'est s'enferrer dans un leurre et dans une illusion dommageable. D'autant plus dommageable que, de mon point de vue, cette publicité donnée, parce qu'on trouve encore des conférences qui ont lieu là-dessus tout le temps, cette publicité qui est donnée à cette interprétation a de mon point de vue, une responsabilité quand même importante dans ce qu'on a vu, qu'on a surnommé les jeux du foulard, où des enfants ou des adolescents s'étouffent pour frôler la mort en espérant eux aussi voir la grande lumière, le tunnel, et puis leur cher mort disparu qui viennent leur dire non, c'est pas le moment, on retourne bosser. C'est un petit peu ça, quoi. C'est un peu, je le prends un peu quand même à la légère, parce que bon, soit on est dans, oui, sinon on peut être dans une grande colère, ce qui a été souvent mon cas. Alors, pour revenir maintenant à sur quoi je fonde cette critique, par rapport à l'analyse que j'ai faite
que j'ai pu réaliser en psychanalyse de ce trauma sous coma que j'ai renommé syndrome de relance originaire. Il m'est apparu, enfin il est apparu dans l'analyse, qu'en fait il s'agissait de la relance de toutes les fonctions psychiques à partir du moment où effectivement le corps, le biologique et le neurologique, c'est-à-dire le cerveau, eux-mêmes sont relancés, où la vie revient, et surtout la vie au sens neurologique du terme, c'est-à-dire où le cerveau retrouve sa fonctionnalité en quelque sorte normale. La psyché et le psychisme est relancé. Et cette relance, elle se fait en reprenant exactement le processus qui a eu lieu tout juste après la naissance, c'est-à-dire que le psychisme reconstruit, repart de ses fondations. Il se reconstruit à partir des premières phases qui lui ont permis de se développer, de se structurer dans la toute petite enfance. Et c'est là où on trouve cette notion de processus originaire, puisque d'après c'est un travail qui est appuyé sur les travaux et l'étude de Pierra Olagnier, qui est la cofondatrice du 4e groupe de psychanalyse. Et elle élabore la théorie selon laquelle la psyché nouvelle-née, hein, si on veut, se développe selon 3 processus qui sont très rapprochés, hein, le dernier intervenant un petit peu plus tard, qu'elle appelle l'originaire, c'est la toute première capacité qu'a le psychisme de se représenter ce qu'il sent, ce qu'il ressent, sans que rien ne puisse être détaché avec un dehors, un dedans, etc. La seconde phase est l'imaginaire, ça vient à partir du moment où le tout petit se rend compte qu'il y a effectivement un dehors qu'il ne peut pas maîtriser, ça n'est pas lui, il en dépend. Et le troisième processus, qu'elle qualifie de secondaire, correspond à la période où la parole commence à intervenir, où l'enfant apprend à parler, où il peut commencer à nommer. Après, il y aura des idées, mais dans un premier temps, il commence à distinguer c'est la période où le je se forme, où le je se distingue du moi, et où l'activité de nouveau créatrice, une activité créatrice consciente peut s'élaborer. Dans le trauma, dans ce trauma de cette hallucination sous coma, j'ai fini par comprendre qu'en fait les 3 processus s'imbriquaient. Ils restaient dans leur distinction. On a d'une part l'originaire qui reprend le schéma. C'est comme un pictogramme, si vous voulez, c'est une image tellement primaire, tellement, enfin primaire, même primitive, on peut dire, plus. Voilà, c'est un gros schéma, c'est comme un dessin d'enfant, en fait, quelque part un peu. Et dans cette lancée très primitive, originaire, vient tout de suite s'articuler l'imaginaire avec l'affect. Parce que dans cette hallucination, on vit un affect décuplé d'extase, d'amour, de perfection, etc., qui correspond à la phase imaginaire. Et à l'intérieur aussi de déjà cette intrication des 2 processus de construction du psychisme, intervient quelque chose qui appartient au dernier processus, qui est un petit peu, qui résume un événement qui va résumer tout ce qui soutient la personne, l'individu dans sa qualité propre, dans son histoire, dans sa symbolique à lui, dans son éthique. Voilà. Ce qui est très intéressant aussi de remarquer, c'est que lorsqu'on parle des expériences de mort imminente, les gens s'attachent généralement à la structure, parce que ce sont des traumatismes qui présentent toujours la même structure. Le tunnel, la lumière, l'amour, machin, et on revient. Alors qu'à l'intérieur de cette structure, pour chaque individu qui subit le traumatisme, il y a une clé qui n'appartient qu'à lui, qui ne lui parle que de son histoire à lui, qui lui appartient en propre, et une image forte qui le resitue dans sa capacité à penser, à se dire, à réfléchir, à créer. Et c'est ce qui m'a fait penser que ces traumatismes-là surviennent
vraiment quand le cerveau est vraiment remis en état, c'est remis en marche, et ils surviennent probablement très peu avant l'éveil, puisque dans la logique du déroulé de l'hallucination, à partir du moment où on est arrivé au moment où on retrouve sa capacité à nommer les choses, l'hallucination s'arrête. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé à développer ce dernier processus, hop, eh ben on n'a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a plus qu'à se réveiller et à continuer. Voilà, bon, en schématisant, en résumant vraiment de manière très ramassée le travail. Mais cela me fait penser aussi à quelque chose qui est en lien avec l'actualité en ce moment, c'est avec ce qu'on appelle la loi Leonetti, qui s'appelle la loi Leonetti d'ailleurs, sur ce qu'on appelle la fin de vie, le mourir dans la dignité à la française. Parce qu'on a affaire là, ça n'est pas un processus où on administre à la personne qui a désiré mourir un produit létal, un cocktail létal, qui permet effectivement l'arrêt des fonctions vitales. Non, on plonge la personne dans un coma profond, très profond, et on s'abstient simplement de l'hydrater et de la nourrir, de l'alimenter. Donc en fait, ça revient à faire mourir la personne d'inanie, de faim et de soif, en pensant que parce qu'elle est en coma profond, elle ne va rien en sentir et ne pas en souffrir. Alors, de mon point de vue, et du point de vue, si on admet l'hypothèse que je fais dans ce livre, d'une relance et d'un retour, parce qu'il y a un trauma comatique, parce que justement la psyché, la vie est en danger d'être perdue, si on admet qu'il puisse y avoir une régression, et après un redépart, mais d'abord une régression au tout premier moment de la vie psychique, hein, la psyché, elle va chercher ses sources là où elle peut, donc forcément, au début de son propre commencement. Voilà. On revient à il se peut, je forme une hypothèse qui une critique quand même de cette procédure, de ce processus de fin de vie. On peut supposer que peut-être il y aurait cette même régression de la psyché à ses sources. Donc un retour vers l'originaire, où elle se retrouve dans la position où elle était tout à fait après la naissance, lorsqu'elle ne pouvait absolument rien différencier du dehors du dedans, et où elle était seulement traversée par des affects, des besoins extrêmement lourds qui peuvent avoir un côté même de morbidité très forte, dans la mesure où lorsque l'enfant a faim, lorsqu'il a très faim, ou lorsqu'il est comme les enfants que l'on voit dénutris par exemple, le corps étant en souffrance, la psyché s'en fait automatiquement la représentation. Et on ne peut pas, donc dans le cas de personnes qui sont amenées en coma profond à mourir de faim et de soif, on ne peut pas s'interdire de penser qu'il ne puisse pas y avoir une représentation psychique et un ressenti très infantile de la souffrance que produit le manque organique, la carence de la nourriture, la carence de l'hydratation. Voilà, c'est un petit peu... Alors dans le livre, je ne parle pas de la loi Leonetti. J'ai hésité sur la fin à y venir. Je fais simplement une allusion au procédé de mise sous coma des patients, soit en trauma grave, soit en fin... Voilà. Bon, mais ça m'a semblé quand même un peu trop lourd de finir par cela. Et puis, je parlais suffisamment de la naissance, du manque et des traductions psychiques. La psyché traduit également des plaisirs, c'est-à-dire que, de mon point de vue également, la relance de la fonction cérébrale, c'est un immense plaisir. C'est une sensation de plaisir. Donc, qui engage cette représentation d'extase, qui paraît tout à fait logique. Donc, voilà, c'est essayer d'ouvrir des portes ou des pistes, et puis que d'autres prennent ces chemins-là et aillent plus loin.